Petite info avant de commencer. L'épisode de ce mois sortira en 2 parties différentes. La raison pour laquelle j'ai décidé de le faire, c'est que j'estime qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être intéressantes pour beaucoup de personnes dans la communauté. Et donc, je ne voulais pas me cantonner à un format de 50 minutes. Donc, si vous voulez profiter de la première partie, sachez qu'elle comprend l'apéro et le happy hour. Et la deuxième partie comprend l'open bar, c'est-à-dire les questions du public, et l'afterwork. Maintenant, je vous laisse profiter. On a pour idée de penser qu'une bonne déclaration d'impôt se fait ou une déclaration d'impôt se fait à la fin de l'année. En fait, moi, je dis non. Elle commence au début de l'année en cours. Salut et bienvenue dans Kaolo Bar, le podcast qui met en valeur la communauté camerounaise en donnant la parole à celles et à ceux qui connaissent une vraie réussite dans leur pays d'adoption, l'Allemagne. Mon nom est Paul Junior Samangasou et je vis en Bavière. Chaque mois, je discute avec une ou un camère au profil et au parcours remarquable. Les sujets évoqués couvrent aussi bien les études, la création d'entreprises et les investissements que le sport ou la musique. En un peu plus de 50 minutes avec mon invité, nous passons en revue son parcours, ses réussites, sa perspective, le tout agrémenté d'anecdotes. Si comme moi, tu souhaites trouver des réponses aux questions que tu te poses sur la vie en Allemagne, je te propose de démarrer avec notre invité. It's Big B, the prolific producer. Une nouvelle fois, salut à tous et merci d'écouter cet épisode de Kaolo Bar. Alors avant de commencer avec l'invité du mois, je voudrais prendre quelques secondes pour faire 2 choses. Premièrement, je voudrais remercier tous ceux qui ont écouté le premier épisode de Kaolo Bar. Je vais parler là de mon entretien avec Joël Arnaud. Vous avez été très nombreux à le faire, vous avez été nombreux à me faire des retours. Merci pour ça, ça me va droit au cœur. Pour tous ceux qui l'ont pas fait, pas de souci, il est encore disponible sur Apple Podcasts et sur Spotify, donc allez checker ça. Au-delà de la discussion avec Joël Arnaud, vous comprendrez comment je structure mes épisodes, parce que je le ferai plus forcément à partir de maintenant. La deuxième chose que je voulais faire, c'est vous appeler à suivre le podcast sur Instagram si c'est pas déjà fait. Je le demande pour 2 raisons. Déjà, premièrement, moi, ça me permet de mettre des visages sur mes auditeurs et ainsi d'adapter le contenu du podcast. Et la deuxième chose, c'est que ça vous permet d'avoir une certaine influence sur le déroulé du podcast. Vous pouvez m'utiliser comme messager, comme porte-parole et poser à travers moi vos questions à mes invités. Et je trouve que c'est du gagnant-gagnant, donc n'hésitez pas à faire ça. Ok, maintenant que ça c'est fait, on peut passer à l'invité du mois. Aujourd'hui, j'ai en face de moi Poclair Wamba. Merci à toi de m'accueillir dans tes jolis bureaux. Et déjà, bonjour, c'est par là qu'on commence. Je sais pas ce qui m'a fait. Bonjour Paul, merci. Merci de me recevoir dans tes bureaux, comme je disais. Ils sont vraiment très beaux. Merci de prendre la peine de discuter avec moi. J'espère que mes auditeurs vont profiter de notre discussion. Et pour tous ceux qui se demandent, mais qui est Poclair Wamba? Poclair Wamba est le fondateur de WAMS Consulting, un cabinet de conseil spécialisé dans la finance et dans la fiscalité. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de discuter avec lui, c'est que son nom m'est parvenu. Son nom m'a été soufflé à l'oreille plusieurs fois par des amis ici à Berlin qui font appel à tes services quand il s'agit de déclaration d'impôts et autres. Donc je me suis dit, quelqu'un qui est aussi bien implanté dans la communauté des Camerounais à Berlin aurait sûrement quelque chose à dire sur comment monter un business de ce genre, comment on gère ça, quelles sont les difficultés. Et surtout, je me dis que tu aurais des petites astuces, que ce soit pour moi personnellement, même pour ceux qui nous écoutent, sur comment optimiser son rendement fiscal, on va dire, pour retirer le plus d'argent des poches de l'État. Parce qu'on va pas se mentir, on est en période de crise et chaque euro qui entre est toujours le bienvenu. Donc, je compte sur toi de ce côté-là. Ok. Sans plus tarder, on va passer à la première partie du podcast, l'apéro. L'apéro. Ok. Maintenant, on est dans l'apéro, pour Claire. Et l'apéro, c'est une partie d'introduction. En fait, tu te présentes en quelques mots pour les auditeurs. Ok. Donc, vas-y, la parole est à toi. Alors, merci Paul, merci de m'avoir invité à être l'invité de ce mois de février. Encore Un merci. plaisir.
Je t'accueille chaleureusement à Berlin et j'espère que tes auditeurs profiteront de tout ce qu'on va se dire aujourd'hui et en prendront beaucoup pour les années à venir, disons, ou le temps à venir. Ouais. Alors, Pokle Wamba, c'est qui? Pokle Wamba, est père de 3 enfants, marié. Je vis sur Berlin depuis presque 12 ans aujourd'hui. J'ai fait des études en comptabilité et finance. J'ai terminé mes études à Chypre et par la suite, je me suis retourné du côté de l'Allemagne, vu que les opportunités pour moi étaient les meilleures en Allemagne. Il faut sans dire que ça n'a pas été aussi facile que ça, l'intégration dans les premiers mois, les premières années, mais on y est aujourd'hui. Tout va mieux. Oui, Pokle Wamba, c'est, comme tu l'as dit d'entrée, c'est le fondateur de WAMS Consulting. On va y revenir par la suite. Et un entrepreneur aussi qui a beaucoup de hauts et de bas dans son casier. Ça fait partie de la vie d'entrepreneur, ça. Ouais. Les hauts et les bas. Exactement. Et c'est sûr que pour t'accommoder ce mot, il faut être sûr que tu aies eu ces périodes-là, parce que sinon, t'arrives même pas à t'accommoder à ce mot, j'imagine. Ouais. Et ouais, je pense que c'est tout pour l'instant. J'ai fêté mes 36 ans il y a quelque temps. Donc, je entre là dans ma 37e année. Je suis plutôt content de vieillir, parce qu'il faut bien vieillir. Quand je suis toujours jeune, j'ai toujours des personnes qui me disent, mais pourquoi tu changes pas, mais ouais. Vous le voyez pas, mais il fait plus jeune. Il fait vraiment plus jeune. Ça, on me le dit tout le temps. Oui, donc du coup, voilà, c'est ça. Pas grand-chose. Ok, c'est déjà assez. Maintenant que tu t'es présenté, on va passer maintenant au vif du sujet. Ok. On va passer au happy hour. Le happy hour. Ok. Maintenant, nous voilà dans le happy hour et la première question que j'ai envie de te poser est celle de savoir comment on devient un conseiller fiscal en Allemagne. Surtout avec ton background, c'est-à-dire tu as fait ton bachelor à Chypre. Exactement. Puis tu es venu faire ton master ici. Exactement. Et maintenant, tu en es où tu en es. Ouais. Tu es au niveau où tu es là. Ça, c'est une très bonne question. Alors, comment on devient conseiller fiscal en Allemagne? Collaborateur, pour ceux qui vivent en Allemagne. Ouais, justement. Ouais. C'est tout un chemin. Hein. C'est tout un long chemin. Faisons court. Essayons de faire court. D'accord. Alors, c'est très facile aussi. C'est facile pour tous ceux qui se familiarisent avec la loi en général en fait, parce que dans le conseil fiscal, on va partir sur la loi fiscale pour réaliser tout ce qu'on réalise dans le boulot de tous les jours. Mais c'est ça. Alors mais je vais te surprendre peut-être, mais on ne devient pas steuerberater à l'école, ou on ne devient pas conseiller fiscal à l'école en fait. On devient plutôt conseiller fiscal par la pratique. C'est vrai d'entrée, dépendamment de ton cursus en fait, dépendamment du choix que tu prends, t'as la possibilité. Après les études universitaires, en droit dans la plupart du temps, ou alors en finance en Allemagne en fait. Donc avec un bachelor en économie en Allemagne, tu as la possibilité de te lancer dans le Steuerberatung, dans le conseil fiscal, mais à suivre une formation spéciale du côté de l'université, mais surtout
la pratique, en fait. Donc, Ok. c'est un élément particulier. Comme je disais, c'est après un certain nombre d'années de pratique que tu arrives à obtenir ce tir. Et pendant qu'on y est, en fait, je dirais, ça te surprendra peut-être, en fait, c'est ça justement, je te remercie de m'avoir passé le micro parce que ça, c'est important qu'on clarifie ça, en fait. Mhm. On m'appelle à tort Steuer Berater, en fait. Ça, il faut que on le Ah ouais? dise, en fait, oui. Ok. C'est vrai que j'en compte pour quelques temps et c'est fait. Mais pour l'instant, en fait, je le suis pas encore parce que j'ai pas encore rempli toutes Les les conditions. qu'il faut. toutes les années pratiques qu'il me Ok, faut. ce sont les années pratiques. Ce en sont fait, qui les te années manquent. pratiques. Ok. C'est vrai qu'après, on fait un examen, mais le plus important, c'est les années pratiques. Ok. Après la formation de base, en fait, parce que actuellement, je suis Steuerfachwirt, en fait. Ouais. Steuer? Steuerfachwirt. Ah, ok. Steuerfachwirt, en fait. Ok. Donc, c'est l'étape avant le Steuerberatung. Ouais. Et donc, je pense que dans quelques années, je clôture avec. Mhm. Et donc c'est ça en fait que je tenais à préciser pour tes auditeurs. Donc voilà quoi, voilà un peu le process en fait. En soi, c'est pas complexe en fait. Il faut avoir de l'amour pour la Pour la question chose. financière en général, pas seulement fiscale, mais en général pour la question financière, te poser des questions sur qu'est-ce que en fait sur cette question là, puisqu'elle est capitale en fait. Et malheureusement, on a très très peu, pas seulement de notre côté, pas seulement dans notre communauté camerounaise. Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui en Allemagne, pour 80 millions d'habitants, on n'a que 100 000 Steuerberater. Donc tu peux imaginer. Vraiment? Ouais, tu peux imaginer. Je vais te dire que je vais encore te surprendre parce que 60% de ces Steuerberater sont de plus de 60 ans. Donc tu vois que le secteur a besoin urgemment de renouvellement au de niveau renouvellement et tout. Ok. Et malheureusement, autant que pour les Allemands que encore pour nous, c'est un hood comme les Allemands le disent. Donc c'est une étape où c'est quelque chose qui fait naturellement peur en fait aux personnes qui. Tu dirais pas que c'est un sujet ennuyeux, lourd et ennuyeux? En fait, si je le dis aujourd'hui, ce serait pas juste. Le côté qui pourrait sembler un peu délicat serait le côté légal, le côté étude légale de la chose, le côté tout ce qui est droit, le côté droit et tout. Loi, Voilà où je peux comprendre certains parce que si on prend notre background et tout, personnellement, je vais dire qu'au Cameroun, par exemple, je sais pas combien de fois je me suis occupé de la loi camerounaise, la loi camerounaise en général, en fait, ou du moins comprendre la loi a toujours été un sujet très très délicat et très complexe pour tout le monde en fait et pour la majeure partie des personnes en fait. Tu dirais que c'est quelque chose d'intéressant pour chacun d'entre nous, indépendamment de son domaine, indépendamment de son background. Je parle là de ceux, par exemple, qui nous écoutent et qui se disent, OK, pourquoi pas moi? Et qui ont, par exemple, un background d'informaticien ou bien d'ingénieur en construction mécanique. Ah, effectivement. Ça, c'est une très bonne question. Je pourrais te poser une question en retour, en fait. Je dirais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de déclarer ça et de faire une déclaration fiscale? Non, n'est-ce pas? On est tous concernés. Alors, ce serait un intérêt pour tout le monde. Parce que comme je l'ai signifié, en Allemagne, c'est 80 millions, dans le monde, c'est 1 milliard, et c'est combien de milliards et tout. Et toutes les nations, tout le monde, est soumis à une fiscalité particulière selon l'endroit où il se trouve, en fait. Maintenant, l'objectif ne serait pas forcément de se cantonner dans cette activité-là, dans ce secteur d'activité particulier, en fait. Donc, mais développer, utiliser ces connaissances-là pour effectivement, dans ton domaine de prédilection,
le développer et mieux, en fait, et être mieux avantagé que celui qui l'a pas fait. J'aime bien à le dire, en fait. La fiscalité, c'est le vol légal. N'entendez pas par vol. Non, en fait. Pourquoi Mais c'est vraiment ça, c'est du... Oui, c'est juste ça, en fait. Il n'y a pas d'autre... Pour moi, il n'y a pas d'autre expression que je trouverais pour décrire. Parce que quoi, en fait? Tout ce qui semble complexe, tout ce qui semble, je vais dire, magique et tout, est recroquevillé dans un livre de loi, en fait. Ouais. C'est vrai qu'en Allemagne, on en a vraiment beaucoup. Ouais, mais c'est là, quoi. Et donc, quand tu sais où ça se trouve et comment l'utiliser pour toi... Tu peux l'utiliser à ton avantage. Exactement. Comme j'ai dit, donc, faire beaucoup de sous. Pour moi, je dirais, c'est facile. J'invite vraiment tout le monde à s'intéresser à cette question, à vraiment s'intéresser à cette question, parce qu'elle a, elle a un potentiel énorme, en fait, sur soi. Je crois que non seulement elle a un potentiel, mais surtout, elle est importante pour nos vies. Tu peux pas faire ça et tu peux pas ignorer ça. Sinon, tu fonces tout droit dans le mur, en fait. Non. Du coup, en parlant d'ignorer, en fait, ça me renvoie à quelque chose que dans mes séances, généralement, je dis à mes... Quand tu parles de tes séances, tu parles de quoi exactement? Mes séances de consulting, en fait. Ouais. Parce que je fais beaucoup d'Stoya coaching. Mm-hmm. Je fais aussi beaucoup de Stoya coaching et tout. Ouais. Et donc, pendant ces séances de Stoya coaching, en fait, je fais d'abord comprendre aux gens, dans le code fiscal allemand, à l'article 149, en fait, il n'est dit nulle part là-bas que la déclaration fiscale est freiwillig, donc est volontaire. Ouais. C'est obligatoire pour tous ceux qui reçoivent des revenus, en fait, en Allemagne. Tu as jusqu'à 4 ans pour pouvoir déclarer pour l'année d'avant précédente, en fait. Donc, on prend un exemple rapidement. Actuellement, par exemple, il n'est plus possible de faire une déclaration fiscale pour 2018. Okay. La loi ne t'y autorise plus, en fait. Et donc, tu ne peux plus faire que pour 2019, en fait. Et comment tu t'es lancé? Quand est-ce que l'idée a germé dans ta tête de créer WAMS Consulting? Ouais, WAMS Consulting. Ça, j'aime cette question, merci. En fait, comme je l'ai dit, j'arrive en Allemagne en 2011. J'aime à entreprendre avec les autres, à aider. Je comprends, ou alors je comprends la situation des autres comme la mienne. Ou alors la situation des autres me touche, en fait, quand ils ne vont pas bien. Donc du coup, quand j'arrive en Allemagne, quand je termine avec la langue, ou du moins pendant ce process, en fait, j'aide les personnes dans mes alentours, qui ont des soucis divers, en fait. Donc qui ont vraiment des soucis divers et tout. Et depuis ce moment, je comprends l'urgence d'un centre de consulting adapté pour nous. Okay. Quand je dis nous, je dis les Camerounais, les Africains en général, en fait. Mon rêve derrière WAMS Consulting, c'est d'offrir une structure de consulting qui, loin de seulement proposer des services dans la finance, la fiscalité, propose vraiment des services dans pratiquement tous les secteurs majeurs pour une superbe intégration en Allemagne. Donc, je comprends un peu ce que tu veux dire, parce que quand je réfléchis, plus le temps passe et plus je m'amène à me poser la question, ok, j'ai besoin d'un conseil dans tel domaine. Quel Camerounais peut me conseiller dans ce domaine-là? Parce qu'il n'y a que ton frère camerounais, il n'y a que ton frère africain qui peut comprendre ce que tu traverses et qui peut poser les questions qui sont pertinentes, qui vont avec toi, en fait, qui connaît, en fait. En fait, il est comme un tailleur de costume qui te taille ton costume à toi, à tes mesures, à ta taille. Exactement. Qui te va à toi. Et donc, justement, comme tu le disais, Paul, combien de fois tu as eu des conseils, quel que soit le domaine, et prends vraiment le domaine de ton choix, tu vas rarement avoir en face de toi un Camerounais, un Africain qui te comprend dans ce sens-là et qui sait te gérer, en fait. Ouais. J'ai remarqué en cabinet que
90%, 100%, il n'y a pas 90%, 100% de ceux qui entrent en cabinet, ils en ressortent avec 30% de ce qui leur a été dit en allemand. Tu comprends rien. Tu comprends rien, surtout quand c'est en une langue qui n'est pas la tienne. On est là pourquoi, Paul? On est en Allemagne pourquoi? Pour se faire des sous. Merci pour ta aussi réponse. simplement que ça. Mais C'est aussi comme je simple le que dis, ça. comme je le dis tout le temps à mes clients, écoutez, c'est la seule chose qu'on fait mal. Si on ne prend que le nombre de personnes qui ont travaillé depuis plus de 10 ans, 15 ans en Allemagne et n'ont jamais fait de déclaration fiscale. Non. Je te parle de minimum 70% de ceux qui m'interpellent n'ont pas fait de déclaration fiscale. Tant que ça. Ouais. Je dis 70% de personnes qui me contactent n'ont pas encore fait de déclaration fiscale en Allemagne. On parle de personnes qui sont âgées, qui ont quel âge? On parle de personnes qui ont quel âge? Les jeunes comme les vieux. Il n'y a pas d'âge dans ce cadre, en fait. Déjà, comme je t'explique, en fait, il faut comprendre quelque chose. Pour comprendre pourquoi c'est le cas, il faut surtout comprendre d'où on vient. T'as déjà fait une déclaration fiscale au Cameroun, toi? Non. Ok, ça va, tu m'as connaissé, c'est bon. Alors, donc... Mais attends, comment je suis arrivé en Allemagne, j'ai eu des amis qui ont fait des déclarations fiscales et qui m'ont dit, ouais, Paul Junior, moi je viens de récupérer, disons, 500 €, 1000 € sur l'année qui vient de s'écouler. Et je me suis dit, ok, peut-être que moi je devais aussi contrôler de mon côté si c'est faisable. Ouais. Ah ouais. Je crois que c'est une information qui, d'une manière ou d'une autre, arrive. Non, c'est super. À ton niveau. Dans ton cas, en tant qu'étudiant, ouais. C'est courant chez les étudiants, en fait. C'est courant parce que eux, ils ont plus de comment on va dire ça, de possibilités de comprendre un certain nombre d'aspects, en fait, que l'autre partie, en fait, ne le fait pas, en fait. Donc, il y a des personnes qui sont arrivées pas comme étudiants, en fait, quand tu as des personnes qui sont arrivées comme travailleurs directement, bien que le travailleur, lui, sait. Sauf que, comme je le dis très couramment, de mon expérience, en fait, je peux dire aujourd'hui que 99% font mal, en fait. Okay. Ils font mal de manière générale. Étudiants, docteurs, immigrants, tous font mal. Pour les raisons dont je t'ai cité tout à l'heure, en fait. C'est que il faut qu'on se comprenne un peu. Et justement, je t'appelle encore tes auditeurs sur ce point, en fait, de prendre cet aspect-là vraiment au sérieux, en fait. Et vu que tu as parlé de la difficulté qu'on a, nous, Africains, à parler d'argent de manière générale, quelles sont les difficultés que tu rencontres avec les différents clients que tu as? En fait, c'est surtout dans ton travail de manière générale. Oui. En fait, c'est les bases ont été toutes fausses, en fait. Ça, c'est un point extrêmement important. En fait, tu veux dire que le travail, la compréhension des finances basiques manque à l'appel ou bien est mal faite et donc tu dois reprendre ce travail-là pour pouvoir... Oui, déjà, absolument. Okay. Donc, tu as des bases autant financières que globales de manière générale. Je te l'ai dit en off, là, la fiscalité, c'est la fin, en fait, d'un parcours, en fait. Donc, en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. Avant que tu n'y arrives, il y a plein de détails que tu dois faire. Un petit détail, en fait. En fait, je dis aux gens, attention, dans mes coachings, je leur dis, écoutez, on a pour idée de penser que une bonne déclaration d'impôt se fait ou une déclaration d'impôt se fait à la fin de l'année. En fait, moi, je dis non. Elle commence au début de l'année en cours. Parce que au début de l'année en cours, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Tu as, en Allemagne, on sait, ou alors du moins quand tu es en tant qu'employé, même quand tu es un entrepreneur, tu fais un business plan, tu fais un plan sur tes attentes sur l'année, sur des années. Ouais. En tant qu'employé, tu as un salaire fixe qui va être pris en compte pour évaluer par le fisc, pour évaluer qu'est-ce qu'elle va être ton rendement fiscal que t'accotes pas tout
au long de l'année ou ce qu'ils vont soustraire de ton brut mensuel, n'est-ce pas? Alors, donc, de ce côté, on sait déjà combien est-ce que tu vas recevoir pour un an. On sait combien est-ce qu'on va te prendre pour un an en termes de fiscalité. La seule question, c'est combien je récupère derrière. Or, on l'a dit aussi, la fiscalité ou la déclaration fiscale, c'est juste la somme des avoirs moins la somme des dépenses, en fait. Donc, si tu attends à la fin de l'année pour espérer avoir un maximum, alors que tout au long de l'année, tu n'as fait aucune dépense, il n'y a pas de magie que tu vas faire après. Il n'y a pas de magie qu'on peut faire. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant que tu parles de ça comme ça, tu as compris. Je me rends compte que il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris. Ah, c'est sûr. Donc, tu vois, parce que tu vois, beaucoup, ils attendent la fin de l'année et ils se disent, ah, je dois faire ma déclaration. Non, il y a trop tard, tu peux plus rien faire. Parce que prenons un exemple. Ton ordinateur, Paul, lui, imaginons qu'il a coûté 1 000 €. D'accord? La loi, selon les dépenses, en fait, c'est dans le cas des dépenses, dit que globalement, tout ce que tu achètes, entre 250 et 850 €, tu peux l'amortir tout de suite. C'est-à-dire que quel que soit le moment dans l'année où tu t'achètes cet ordinateur et qu'il est dans cette marge-là, alors tu peux l'amortir tout de suite. Peu importe l'usage que j'en fais, que ce soit privé. Pas privé. Dans le cadre professionnel. Donc, c'est-à-dire que tu peux prouver, par exemple, dans le cadre de l'emploi, que effectivement tu l'utilises pour ton emploi et dans le cadre professionnel. Ok, on parle là, par exemple, de la table que j'installe à la maison pour faire du home office. Pour faire ton home office, par exemple. Exactement. Ou l'ordinateur que tu vas te payer. Si c'est pas ton boss qui te payait ton ordinateur et que c'est toi-même qui te payais ton ordinateur. Cet ordinateur-là, en fait, si tu veux l'amortir, en fait, ça on parle pour les employés. Donc, si tu veux l'amortir, alors tu vas l'amortir. Tu as la possibilité de l'amortir s'il a été en deçà de 850 € tout de suite. Par contre, s'il a coûté 2500 €, tu ne peux plus l'amortir tout de suite, en fait. Tu dois l'amortir sur un certain nombre d'années qui, selon ce que tu as acheté, est précisé, en fait. Donc, il y a tout un tableau de trucs. En fait, chaque objet a dans ce tableau une durée sur laquelle il peut être amorti, en fait. Si je dois m'acheter un ordinateur à 2500 €, n'est-ce pas, et que je l'achetais en décembre, et il faut voir que l'amortissement, c'est par mois. Donc, sur l'année, mais par mois. Donc, supposons que ton ordinateur de 2500 € aurait été amorti sur 3 ans. Sur 3 ans, en partie du moment où tu l'as acheté, en fait. C'est-à-dire, si tu l'achètes en décembre, alors tu ne peux que prendre la quote-part d'un mois sur décembre, en fait. Or que si tu l'achetais en janvier, tu aurais pris la quote-part sur toute l'année. De janvier à décembre. Exactement. Ok. Moi, je me demande à quoi ressemble ton quotidien? Bonne question. Alors, mon quotidien, c'est 4h30, je suis debout tous les jours. Je vais commencer par 30 minutes méditation. Parce que tu médites. Ouais. Ok. Avant de commencer ma journée, c'est d'abord un bon petit café. Ça, comme je t'ai dit tout à l'heure. Non négociable. Non. Je prends un bon petit café. Ça me permet de vraiment me réveiller. Et voilà, je me lance dans une séance de méditation qui va prendre quelques temps. Et par la suite, j'entre tout de suite dans mon quotidien, en fait. Du travail, des journées largement suffisamment sur ma table tous les jours. Donc, ce qui fait que... Tu travailles de lundi à... lundi à vendredi, samedi, dépendamment des urgences respectives. Par exemple, quand tu vois hier, on était le 10. Le 10, généralement, c'est les limites de TVA. Et donc, il va falloir courir derrière tout ce qui est TVA et tous les délais pour déposer un certain nombre de TVA pour un certain nombre d'entreprises et tout. Et oui, et donc, en journée, tu commences ici au bureau à quelle heure? Au bureau, je suis à partir de 8h30, 9h, 10h. C'est vraiment, je suis flexible, en fait. Je travaille vraiment de partout, en fait. Je dirais que je commence ma journée à 4h30 et je la clôture pour la plupart du temps à 22h, 22h30 et ainsi de suite. Donc, et tu arrives à gérer ça avec les enfants?
Oui, en fait, on va pas dire tous les jours de cette, mais j'ai des journées où je suis avec des enfants, ou alors quand j'arrive, en fait, il y a des journées où je suis à 21h, 20h à la maison, où je vais passer au moins 1 heure de temps avec les enfants, et on va discuter de ce qui se passe et tout. C'est vrai que depuis que j'ai mis One Consulting sur pied, en fait, la planification et tout, c'est encore vraiment sur moi. Maintenant, parlons des services que tu proposes à WAMS Consulting. Ouais. J'ai vu sur LinkedIn que tu fais dans la comptabilité aussi. Ouais. Tu fais dans le training. Ouais. C'est sur ce point-là que je voulais surtout insister. Quand tu dis training, tu parles de quoi exactement? Alors, je propose ce qu'on appelle en Allemagne généralement l'Existenzgründungsberatung. Ah, ok. Ouais. Ça, je propose du coaching, comme je l'ai dit aussi. Je propose aussi des services de déclaration fiscale en partenariat avec des Steuerberater. Mais le training que je propose, en fait, particulièrement pour les entrepreneurs, particulièrement l'Existenzgründungsberatung, c'est ça, en fait, c'est pour les entrepreneurs, en fait. C'est d'une nécessité absolue en Allemagne, en fait, pour nous qui voulons nous lancer, en fait, qui voulons nous lancer. Paul, je veux que tu regardes un peu tout autour de toi. Depuis que tu es en Allemagne, tu as sûrement vu passer plein de nos confrères qui ont lancé quelque chose, et certains ont dû arrêter. Forcément, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais te donner la réponse aujourd'hui. Rien d'autre que la fiscalité et l'administration ont été les causes. S'ils te disent quelque chose d'autre, c'est que, crois-moi, c'est pas vrai. Okay. Les deux causes majeures, en fait, qui vont pousser un entrepreneur d'hier à arrêter, c'est la fiscalité et l'administration. Et c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à ces basiques qui n'ont pas été prises en compte, en fait. Comme on le sait, en fait. En Allemagne, pour que tu aies ouvert ton Gewerbe ou pour que tu enregistres sur ton activité, t'as pas besoin de grand chose. T'as besoin pour toi d'enregistrer un Gewerbe et c'est tout. Ça coûte 28 €. Comme j'aime bien celui-ci, c'est une chose, c'est d'ouvrir, une autre chose, c'est de la fermer. Donc ouvrir, c'est rien, mais ferme-la donc. C'est où tu vas comprendre quels sont les, tu vois. Or, beaucoup vont se lancer sans jamais aller comprendre ce qui les attend réellement dans ces cadres-là. Et donc, du coup, d'où l'Existenzgründungsberatung, en fait, qui est là pour guider le nouveau entrepreneur à comprendre. Je vais où? Je fais comment? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce qui m'attend selon tel aléa. Comment je construis mon business plan de façon à ce que mon activité puisse vraiment percer et tout. Ça, ce sont des questions que des personnes se posent très rarement. Prochaine question. Quels sont tes clients? À travers la discussion qu'on a eue jusqu'à présent, je comprends que c'est des personnes particulières qui viennent te voir, et c'est des entreprises aussi. Ok. J'ai toutes sortes de personnes, en fait, tout le monde. J'ai des employés, des entreprises, des employés, des particuliers, des étudiants. Tous ces trois personnes, en fait, sont mes clients. Et tu as une équipe derrière toi pour t'aider à gérer toute la demande. Naturellement. Sinon, tu t'en sors pas tout seul. Comme je l'ai dit, je travaille en partenariat avec des conseils fiscaux aussi, avec qui on travaille dans le cadre opérationnel conséquemment et tout. Donc, moi, je vais plutôt, dans la majeure de cas, travailler l'aspect coaching, aider les personnes à comprendre, en fait, logiquement, qu'est-ce qu'ils veulent, comment, et dans quelques cas, m'occuper du travail en soi. Donc, mais à la fin de la journée, c'est des personnes relevantes qui vont faire ça, en fait. Et non, on a toute une équipe. Alors, comme je te demandais, non, tout le monde, étudiants, employés et particuliers. Ok, ça m'amène à une autre question que je voulais te poser. Tu es spécialisé seulement sur la fiscalité allemande, ou bien est-ce que tu touches un peu à la France? Non, je vais aussi dans le cadre international, mais pour l'instant, en fait, comme on va le dire, en fait, les questions fiscales internationales, c'est avec des entreprises qui sont à l'international, en fait. Même pour les employés, par exemple, t'as des employés
qui sont dans le cadre de l'Union européenne, par exemple, pour certains aux frontières. Il faut savoir qu'il y a une particularité pour les personnes qui travaillent dans les bords de frontières, par exemple, et tout. Tous ces détails-là, en fait, donc qu'il faut prendre en compte, en fait. Donc, non, je suis vraiment global, en fait. Mais pour des personnes basées en Allemagne et qui s'expandent, par contre. Pour l'instant, vu la capacité, on n'est pas encore ouvert à des personnes extérieures qui ont besoin de services partant de l'extérieur. Les services de consulting, de WAMS Consulting, pour ce qu'ils sont aujourd'hui, sont plutôt destinés à la population allemande, en fait, à des personnes vivant en Allemagne. Ok. Maintenant, on a parlé de WAMS Consulting en détail. Je crois qu'il est temps de passer au jargon spécifique à la fiscalité. Pour que les gens comprennent en fait les questions qui vont venir après cette partie-là. Parce que, je vous dis ça un peu en avance, j'ai envie que Claire nous donne des astuces à nous étudiants, à nous employés investissant dans de l'immobilier et tout. Mais je n'ai pas envie de lui poser les questions sans avoir posé les bases. Donc, on va poser quelques questions pour que tout le monde soit au même niveau et ensuite on va entrer dans les détails. Donc, commençons par les différents types d'impôts qu'on a, les différents types de taxes qu'on a. D'accord. Est-ce que tu peux les énumérer un peu? D'accord, oui. Les Steuerarten, on a le Körperschaftsteuer, le Einkommensteuererklärung, le Gewerbesteuer, le Umsatzsteuererklärung, le Erbsteuer, le Schenkungssteuer. Donc et ça va vraiment, il y en a encore spécifiquement plein. On peut pas tout en citer, mais les plus voilà importantes. Les plus importants en fait. Donc j'ai voulu mettre en fait le Erbsteuer, donc la taxe sur comment on va dire, l'héritage et la taxe sur le cadeau, parce qu'il faut savoir que même quand je te fais un cadeau, Paul, tu dois le taxer aussi selon certains cas. Donc pour aller rapidement, en fait, le Einkommensteuer, en fait, ça s'applique à tout le monde. Donc tous ceux qui ont un revenu à la fin, on est tous concernés. En fait, on doit faire une déclaration de revenus et payer la taxe sur le revenu, en fait, de manière globale. C'est vrai que c'est la fin, en fait. Le Einkommensteuer, c'est la fin. Donc on peut selon le cas d'abord passer par un certain nombre d'étapes, en fait. Le Körperschaftsteuer, donc lui, il s'applique aux entreprises particulières, en fait. Aux entreprises GmbH, AG, UG. Donc, ce sont les différentes formes d'entreprises que tu cites. Oui, mais ça, il y en a encore plein d'autres formes d'entreprises. On a les GmbH, par exemple, les WAG et tout. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas en Allemagne, désolé de te couper, c'est ce qu'on appelle chez nous les salles. Exactement, les salles et tout ce qui va derrière, justement. Donc, en Allemagne, par exemple, la salle, qui est donc la GmbH, elle va payer. Elle va faire le Körperschaftsteuer, qui est de l'ordre de 25% globalement, en fait. Et dessus, la solidarité Zuschlag, en fait. Donc, c'est une taxe particulière. Le Gewerbesteuer, ça, c'est toutes les entreprises qui installées, selon que tu es installé où en Allemagne, tu es soumis au Gewerbesteuer, en fait, en tant qu'entrepreneur, en fait. Tu veux dire par là qu'il y a des États en Allemagne où on ne paye pas ce Gewerbesteuer? Non, on paye partout. Sauf que ça dépend maintenant de la valeur, en fait, la somme à payer, en fait, diffère, en fait. Celui qui est, par exemple, à Francfort, par exemple, va payer bien plus cher que celui qui est dans le Brandenburg, celui qui est dans le Bayern, par contre, va payer bien plus cher que celui qui est à Berlin, et tout. Donc, selon où est-ce que ton entreprise est installée, il y a de fortes chances que tu peux payer plus dans le Gewerbesteuer. C'est pour ça que tu vas voir, des fois, les grandes compagnies vont être attirées à aller investir dans des communes qui vont leur proposer un taux de Gewerbesteuer un peu plus minimal, en fait. Or, les grandes villes sont généralement plus prisées. Donc, quand tu vas installer ta compagnie dans une grande ville, il faut t'attendre à ce que derrière le Gewerbesteuer soit aussi assez élevé, en fait. Et il y a ce qu'on appelle le Hebesatz. C'est en fonction du Hebesatz qu'on fait ça, qu'on calcule ça. Et ça
ça diffère de ville en ville, en fait. Okay. Les auditeurs peuvent rechercher un peu les Hebesatz ou demander à leurs différents conseils fiscaux de comment est-ce que ça se passe. Okay. On a cité le Umsatzsteuer, comme on l'a dit, c'est la TVA, en fait. Ouais. Tout entrepreneur règle Unternehmer, donc toute personne qui choisit délibérément d'apposer la TVA doit faire une déclaration de TVA soit mensuelle, soit trimestrielle, soit annuelle, dépendamment. Donc ça, c'est ça. Ce sont les plus importants. Les plus importants. Après, comme on l'a dit, il y a la taxe sur l'héritage qui va être calculée en fonction de l'héritage reçu et la taxe sur comme on l'a dit en fait. Le chien comme sur le cadeau, en fait, sur les cadeaux et tout. Donc, il y en a encore plein, mais ça sont les plus importants. Est-ce que tu peux expliquer la relation qu'il y a entre le salaire brut et le salaire imposable? OK. Alors, le salaire brut, en fait, en Allemagne, on dit que le modèle de taxation est progressif. Et le brut qu'on te paie, en fait, c'est sur cette base qu'on calcule ta taxe, en fait. Et c'est sur une échelle, en fait, qui se construit. Le maximum est atteint à partir de entre 50 et 60 000, en fait. Tu as ce qu'on appelle le Spitzensteuer. À ce moment-là, tu payes pratiquement dans les 40% de ton salaire brut en termes de fiscalité. Donc à plus de ça, c'est 42%, c'est le maximum en fait de manière générale sur la courbe de progressive que quelqu'un peut payer en termes de. Mais à partir de, en fait, tout à l'heure on a dit qu'il y avait un montant, un Freibetrag, un montant jusqu'auquel tu n'avais pas besoin de payer. Exactement. Entre 0 et 10 908. Tout à l'heure on a dit 10 500. Oui, justement. Mais ça c'est pour les personnes seules. Ouais. Pour les personnes mariées, on est dans les 22 000. Donc on va faire cette somme-là par deux. Ok. Donc jusqu'à cette somme-là, tu n'es pas imposable, tu paies rien. Justement. Et à partir du 1er euro venant après, tu es imposable. Tu commences à être imposable. Ouais. Ok. Là maintenant qu'on a posé ces bases-là, est-ce que tu as des astuces pour les étudiants par exemple, ou bien ceux qui travaillent et ceux qui investissent à côté du travail? Est-ce que tu as des astuces? Commençons par l'étudiant par exemple. On a tous commencé, la plupart d'entre nous on a commencé en tant qu'étudiant. Un étudiant aujourd'hui en Allemagne qui veut récupérer 100% de ses impôts payé à l'État sur l'année précédente, quel conseil tu lui donnerais concrètement? Alors, ça c'est bien qu'on commence par les étudiants en fait. Le premier conseil que je dirais, je donnerais aux étudiants, c'est vraiment de prendre avec le plus grand sérieux cette question en fait, parce que si plus tôt ils ont compris, mieux ça l'est pour eux dans l'avenir en fait, parce que c'est toute une succession d'étapes qu'il faut développer sur le temps, et donc mieux vaut commencer le plus tôt possible que le plus tard. Et donc le premier conseil en fait, c'est cela de dire à tous nos chers étudiants, écoutez les gars, arrêtez de jeter vos bulletins de paye. Arrêtez de... ça c'est malheureusement pour 80% d'étudiants, c'est rare d'en trouver qui ont gardé, puisque les étudiants vont généralement avoir plusieurs jobs et tout, et à la fin de l'année, ils ont malheureusement plus tout ça en fait. Donc que ce soit eux, que ce soit les collaborateurs de leur choix, aller avec moins de trucs implique que tu as déclaré moins de revenus. Et ne vous attendez pas à ce que le fisc vous dise que tu as oublié de donner ça. Non. Le fisc ne te rappelle que quand il est perdant. Quand c'est toi qui es perdant, lui n'a pas d'obligation vis-à-vis de toi. Donc du coup, pour maximiser déjà vos impôts, gardez-le, vu que l'avantage aussi des étudiants, c'est que tu sais, en Allemagne, on a ce qu'on appelle le unbeschränkt steuerpflichtig et le beschränkt steuerpflichtig. Donc le unbeschränkt steuerpflichtig, c'est celui-là qui est installé en Allemagne, qui est imposable sur tous ses revenus nationaux et internationaux. Pendant que l'étudiant, il jouit encore de la faculté du beschränkt steuerpflichtig, qui veut que il n'est que imposable sur ses revenus basés ici. Et ils ont aussi beaucoup de petites
vu que leurs revenus aussi ne sont pas vraiment énormes, ils ont des particularités, des possibilités conséquentes quand ils se font bien suivre en fait d'optimiser. Donc particulièrement pour les étudiants, ce serait de regrouper vos fiches de paie, construire carrément un dossier fiscal qui comprendrait tes fiches de paie, toutes les factures globales en fait, parce que dans un premier temps en fait, vu que la liaison entre la dépense qui est liée à ton travail ou pas, c'est pas évident pour toi l'étudiant de le savoir en fait, donc tu ne perds rien à demander à ton conseil fiscal après. Est-ce que cette facture est imposable ou pas, et ainsi de suite ici. En fait, ce que tu veux dire, c'est il vaut mieux donner trop de factures que trop peu. Voilà. Ok. Exactement. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour l'étudiant. Maintenant, concentrons-nous sur des gars qui travaillent. Un peu comme moi, on a des revenus qui nous viennent de nos employeurs et tout. À quel niveau, de quelle manière est-ce qu'on peut se soulager fiscalement? Ok. Fiscalité, il y a un terme que nous, on emploie beaucoup. Est-ce qu'on drauf an? Ça dépend. Donc, on est toujours obligé de dire ça dépend. Ouais, ça dépend tout dans chacun de ces situations. Parce que chaque personne, chaque individu a une situation totalement différente selon ce qu'il fait et comment il fait et tout. C'est pour ça que je dis aussi aux gens, évitez de faire une comparaison. Ne dis pas que, oh, mon ami, il a eu 1000 euros, je devrais aussi avoir 1000 euros. Ouais. Non. Vous ne pouvez en aucun cas avoir la même situation. C'est pas possible. Même si vous vivez dans la même maison, je sais pas trop, mais oui, il n'est pas possible que vous ayez la même situation fiscale. Non, c'est pas possible. Donc, déjà, il n'y a pas de comparaison et donc, ça dépend. Alors, ça dépend parce que ça dépend du domaine dans lequel tu es, ce que tu fais et tout. Et dépendamment de ça, il y a des possibilités pour ça. Mais derrière, il y a, pour l'employé conséquent, en fait, quelqu'un qui se dit, OK, moi, j'ai prévu toute ma vie de travail. Je vais dire, en fait, si ce n'est pas que de déclarer juste, il n'y a pas grand-chose à faire pour lui, en fait. Moi, j'inviterais, par contre, les employés à comprendre que, contrairement à l'idée qu'il leur est transmise en Allemagne, en majeure partie, c'est important pour eux de penser à développer d'autres sources de revenus pour maximiser fiscalement, en fait. Je prends un exemple. Quelqu'un qui va toucher 50 000 euros par an, lui, il va payer presque 12 000 euros à 13 000 euros de dépenses fiscales, en fait, de taxes par an. Il est limité d'une certaine manière dans le cadre de ses revenus, d'où la nécessité de penser à la création d'activités secondaires, en fait, ou alors à de la création d'autres identités, comme on le disait tantôt, en fait, qui voudraient que, OK, quelles sont les potentielles identités que je peux me créer pour justement optimiser ma charge fiscale à la fin de l'année. Donc, si je reformule, ce que tu dis, c'est que si quelqu'un a dans l'idée de passer toute sa vie à travailler comme employé, ce qui ferait mieux, c'est commencer une deuxième activité et les dépenses liées à cette deuxième activité-là viendraient aux dépenses qui existent déjà dans le cadre de son activité principale. Et de cette manière, il pourrait payer moins d'impôts. Comme tu as dit, les impôts, c'est ce qui entre moins ce que tu dépenses. Exactement. Et plus ce que tu dépenses est haut, moins tu payes d'impôts. Exactement. Donc, le secret, en fait, c'est de trouver des domaines qui te font dépenser le plus possible. Exactement. Pour garder le plus possible dans ta poche. Exactement. Mais quand on parle de dépenses, en fait, c'est pas une dépense que en soi qui est dépense, en fait. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose que j'aime remarquer dans le tutoriel coaching, en fait, c'est que la plupart de personnes qui veulent se lancer, en fait, pensent que on commence à avoir des comptes à rendre au fisc ou même à soi-même qu'à partir du moment où on commence à faire des revenus, en fait. Non. Ça commence bien avant que tu ne le fasses, en fait. Okay. Donc, si on reste sur l'idée, sur l'exemple de celui qui gagne 50 000 euros et qui doit payer 12 000 euros. On l'a dit, le Freibetrag, en fait, pour le Einkommenssteuer, c'est le 10 800, en fait. Donc, si je gagne 50 000 euros et que je veux être capable de récupérer mes 12 000 euros, j'ai juste à prouver à l'État que effectivement j'ai gagné mes 50 000 euros, mais derrière, j'ai fait des dépenses de 40 000 euros et donc je n'avais pas à être taxé pour mes 10 000 euros. Sauf que, comme on a dit, si ce n'est que dans le cadre des revenus dus à l'emploi, c'est pas évident de trouver dépenser 40 000 et ce n'est possible que dans le cadre de quelque chose d'autre. Exactement. Parce que tout ce que tu as besoin de faire, tu as besoin d'investir, en fait. Ouais. Et donc,
stratégiquement, si je sais que je veux, par exemple, ouvrir un petit shop à côté, ou madame, je sais pas trop, ou même juste me créer une nouvelle activité, et que j'ai besoin de financement, la première source de financement pour moi, pour quelqu'un qui a ses 50 000 euros et qui sait qu'il a ses 12 000 euros cachés au fisc, en fait, il sait déjà pouvoir partir se baser sur ça. Donc, lui, en créant une nouvelle activité, et en allant maintenant faire des dépenses dans cette activité, ferait en sorte que il aurait désormais deux formes de revenus. Et une forme de revenu aurait fini l'année avec un plus, ce qui est bien, 50 000 euros dans le cadre de notre exemple. Et de l'autre côté, s'il a lancé son entreprise et que son shop en fait, et qu'il a fait les dépenses de 20 000 euros pour fournir en matériel, en marchandises et tout, on est bien d'accord avec moi que son bilan à lui, c'est pas qu'il est perdant en fait, son bilan à lui serait moins 20 000 euros. Mais c'est pas qu'il est perdant, il a investi en matériel et en marchandises et tout. Donc du coup, on attend juste le moment où il va commencer à gagner pour faire la campagne. Mais pour l'année en cours, il aurait fait une perte fiscale selon par rapport à son activité. Donc on serait donc maintenant dans une situation de 50 000 moins 20 000 euros, ce qui le ramène à 30 000 euros, et il aurait là économisé presque 10 000 euros, à 8 000 à 9 000 euros, 10 000 euros de revenus, ce qui est largement intéressant. Je ne sais pas si tu vois. Et donc, il aurait dépensé 20 000 euros, mais il aurait gagné 10 000 euros. Ouais. Et ces 20 000 euros-là peuvent être bien des sommes prêtées, par exemple. C'est pas un problème. C'est pas forcément un problème. Là, la question, c'est, est-ce qu'en fin d'année, je peux prouver que j'ai effectivement investi 20 000 euros, 30 000 euros dans une activité secondaire, déclarée naturellement, et qui par la suite peut me faire récupérer les 12 000 que j'aurais de toutes les façons payées, et que voilà, maintenant je peux les récupérer et les réinvestir dans mon business, par exemple. Ça, ce serait pour l'employé, par exemple, une technique en fait ou une logique de pensée qu'il devrait avoir s'il veut optimiser dans le cadre fiscal. Et trouver un truc en fait, ton appel à toi, aux auditeurs qui sont employés, qui ne sont qu'employés à l'heure actuelle, c'est de chercher des idées pour pouvoir investir dans ces idées-là et ainsi s'alléger la charge fiscale qu'ils ont. Et c'est même pas parce que quand on y réfléchit, mais c'est pas un truc si difficile à trouver que ça. Chacun d'entre nous a un hobby et peut faire de ce hobby-là, par exemple, l'idée dans laquelle il souhaite investir. Ou alors, par exemple, en fait, potentiellement, on aura sûrement le temps d'en reparler encore. L'un des aspects les plus évidents aussi pour un employé, c'est si celui qui n'a pas envie de se casser la tête avec une activité physique, puisqu'on sait que ça prend beaucoup de temps, ce serait de l'immobilier. Beaucoup ont souvent l'impression que l'immobilier, c'est quelque chose de complexe, ça nécessite beaucoup de fonds. Et non, vraiment pas. Les gars, l'immobilier, en fait, le banquier, ils ont l'argent, en fait, ils veulent le prêter. Et celui qui reçoit 50 000 euros par an, il est liquide pour le banquier. Pour plein de banquiers, il est liquide, à moins qu'il ait un dossier bancaire antécédent noir. Il est liquide pour le banquier. Quel est son avantage? En allant acheter un immobilier qu'il va mettre en location, il a une optimisation particulière qui va s'apposer à la première année, en fait, de toutes les façons, en fait. Donc, du coup, si on prend toujours la même personne qui a 50 000, 12 000 euros, je fais comment pour épargner mes 12 000 euros? Si je vais faire un investissement, par exemple, bancaire, où je prends un crédit bancaire de 250 000 euros pour une maison, par exemple, et que derrière, dans les 250 000 euros, peut-être que 200 000 ou 220 000 sont les coûts réels de l'acquisition, frais bancaires plus crédit alloué, et que les 30 000 euros sont les premières charges qu'il faut payer. C'est-à-dire, ça peut être tes propres 30 000, ton apport personnel, comme on dit souvent. On parle là des frais de notaire. Le Grundsteuer, le Grundbucheintrag, et les différents déplacements pour aller visiter l'objet et tout ce qui va derrière avec. Les agents immobiliers, tout ça et tout. Tous ces coûts-là sont des coûts qui se sont passés à l'année en cours, en fait. Donc,
Lui qui a investi dans son immobilier, il a investi ses 30 000 euros, il a récupéré ses 10 000 euros la première année tout de suite. Il y a deux avantages, c'est que à la fois il a un crédit qu'il n'a pas besoin de payer forcément, ou peut-être très peu, ou peut-être des fois même pas, parce que le locataire qui est dans la maison, lui, il fait le travail. Ouais. Et lui, il a déjà tout de suite déjà fait une plus-value. Ouais. Et sur le temps encore plus. Ça, ce serait l'une des stratégies les plus évidentes aussi pour des employés qui ne veulent pas trop se casser la tête. Ok. Maintenant, on a fini avec la deuxième partie du podcast, le happy hour. On va passer à la troisième sans plus tarder. Ok. L'open bar. Ok.